Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transition écologique, l'émission de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici notre sommaire. L'invité aujourd'hui, c'est Caroline Leboucher, directrice générale d'Atout France, l'agence de promotion touristique de la France à l'étranger. Elle va nous expliquer notamment comment les étoiles de nos hôtels vont intégrer de plus en plus d'actions en faveur du tourisme durable. Pour le débat, toujours sur ce thème, on va accueillir le directeur général de VVF, Stéphane Lebihan. Avec lui, on parlera plus spécifiquement des innovations et des investissements indispensables si la France veut devenir le leader du tourisme durable. Et puis dans Smart Ideas, la start-up du jour, elle s'appelle Soft Kids, ou comment préparer nos enfants à des métiers qui n'existent pas encore. Voilà pour les titres. On a 30 minutes pour les développer, un tout petit peu moins de 30 minutes. C'est Smart Impact tout de suite. Bonjour Caroline Leboucher, bienvenue. Vous êtes donc la directrice générale d'Atout France. Vous faites la promotion de notre tourisme un peu partout dans le monde, c'est l'idée ? C'est exactement ça. Vous le savez, la France était la première destination touristique au monde avant la pandémie. Elle l'est toujours d'ailleurs, malgré la pandémie. Et donc nous avons en effet 27 bureaux dans le monde pour promouvoir la France comme destination touristique. Mais nous avons aussi des missions en matière d'observation, de veille touristique et puis surtout d'accompagnement des acteurs du secteur touristique en matière de transition digitale et durable. C'est un organisme public qui dépend du ministère, c'est ça ? Tout à fait, c'est un opérateur de l'État qui dépend à la fois du ministère des Affaires étrangères, du ministère de l'Économie, mais nous sommes un être hybride parce que nous sommes également un groupement d'intérêt économique avec 1100 partenaires. D'accord. Alors justement, ce secteur du tourisme, vous avez en partie répondu, mais comment il se porte après 2 ans de crise sanitaire ? Est-ce que déjà, quelle proportion des touristes étrangers sont revenus ? Parce que c'est une question majeure. C'est une question majeure, vous avez raison. Avant la pandémie, nous avions 90 millions de touristes internationaux en France. En 2020, nous en avons accueilli à peu près 40 millions. Donc c'est un choc brutal, une perte des recettes touristiques internationales de moitié. On est passé de 60 milliards à un peu moins de 30 milliards de recettes. Et au total, le secteur a perdu à peu près 40% de ses recettes en 2020. Et 2021, on verra comment la fin de l'année va s'achever. C'est un peu mieux, mais le chemin sera long avant de retrouver les chiffres d'avant la pandémie. Oui, on n'est pas revenu évidemment encore aux chiffres de 2019. Et donc il y a ce plan Destination France qui a été annoncé par le gouvernement, près de 2 milliards d'euros investis, conforter la France dans cette place de première destination touristique mondiale, et puis devenir la première destination en matière de tourisme durable. Avant de parler du tourisme durable, je voudrais quand même évoquer un enjeu majeur qui est celui de la main-d'œuvre. Parce que ça aussi, c'est un des effets de la crise sanitaire. Comment remédier à cette pénurie ? Alors, est-ce qu'elle est structurelle, est-ce qu'elle est conjoncturelle ? Comment vous l'évaluez, ça ? Alors, il y avait déjà des problèmes de recrutement avant la pandémie, dans le secteur de l'hôtellerie et restauration notamment. Mais effectivement, avec la pandémie, le fait que la plupart des salariés ont été mis en activité partielle, un certain nombre d'entre eux se sont retournés, convertis dans d'autres secteurs. Et en sortie de pandémie, effectivement, on a un problème majeur de recrutement. On estime qu'on a perdu 200 000 emplois sur les 2 millions d'emplois que compte le secteur du tourisme. Et donc, effectivement, le premier enjeu, c'est de réussir à retrouver de l'attractivité pour les métiers du tourisme. Et d'ailleurs, nous ferons une grande campagne pour attirer les jeunes et moins jeunes vers ce secteur. Une campagne de communication ? De communication, d'information, de pédagogie. Ça existe déjà pour le secteur de l'industrie. Ça a très très bien fonctionné. Ça fonctionne depuis plus de 10 ans. Nous allons faire la même chose pour les métiers du tourisme. C'est le premier axe, d'ailleurs, du plan Destination France. Oui. Et puis, il y a des négociations sur l'aspect salarial, même si ce n'est pas le seul aspect, mais c'est un aspect important. Bien sûr, il y a les sujets de qualité de vie au travail et puis, en effet, de revenus. Oui. Alors, première destination en matière de tourisme durable. Voilà l'ambition. Et pour remplir cet objectif, vous faites évoluer les critères des étoiles pour les établissements touristiques. Qu'est-ce qui change concrètement ? Alors, nous allons effectivement avoir une quarantaine de critères en lien avec le tourisme durable. Ça concerne aussi bien la gestion de l'eau, de l'énergie, des déchets, l'alimentation, les circuits courts, beaucoup d'actions également et de critères en matière de formation.
des personnels, parce que ça commence par là, pour pouvoir ensuite faire de la pédagogie vis-à-vis des clients. Et donc c'est un nouveau système qui entrera en vigueur l'année prochaine, au mois d'avril. Ouais. Si on parle, je ne sais pas, de tri, de recyclage des déchets, par exemple, c'est quoi? C'est une sorte de cahier des charges que vous proposez? Ça. Exactement. Il y a un certain nombre de critères extrêmement précis sur, par exemple, en effet, le tri des déchets. Ça peut être également sur également la gestion du linge dans les hôtels. Donc, ce sont des choses extrêmement techniques. Les éclairages, l'énergie, la façon dont également on va réutiliser éventuellement le linge de toilette dans les chambres. Ce sont des choses extrêmement précises, oui, c'est très concret, avec très concrets, avec des critères effectivement qui sont soit obligatoires, soit optionnels et qui vont donner des points, plus ou moins de points aux hôteliers. Et comme vous savez, c'est ce système de points qui va leur permettre d'acquérir un certain nombre d'étoiles. Ouais. D'ailleurs, est-ce que tous les hôteliers français adhèrent au système? On a 87% des chambres hôtelières françaises qui sont classées, donc c'est un très très bon taux d'adhésion, effectivement. Oui, et donc on peut imaginer que ceux qui adhèrent au système vont rentrer dans le défi du tourisme durable. Est-ce que vous, quand vous lancez cette idée, j'imagine que vous le faites en concertation avec les professionnels, comment ils réagissent? Ils se disent « Oh là là, c'est pas possible, une contrainte supplémentaire » ou au contraire, c'est un mouvement de fond, ils font qu'on l'accompagne, on n'a pas le choix? C'est quoi les réactions? Bon, il y a toujours évidemment toute forme de réaction, mais quand même, non. L'essentiel, la majorité des acteurs du tourisme est convaincue qu'on ne peut pas repartir après la pandémie comme avant. Et que effectivement le tourisme durable est devenu une nécessité absolue. De toute façon, il y a un certain nombre de traités, même internationaux, après la COP, bien sûr, et l'accord de Paris. Et donc, c'est une conviction qui est vraiment partagée par la majorité. Nous avons travaillé d'ailleurs avec les professionnels, les fédérations professionnelles, et donc ça s'est fait dans un consensus assez général. Est-ce que ça suppose de structurer des filières qui n'existent pas ou alors qui sont un peu balbutiantes? Alors, le secteur du tourisme, effectivement, est vaste, très diversifié. Et je dirais que la pandémie, justement, a permis ça, de créer un collectif sous l'effet de la crise, avec le comité de filière du tourisme qui est présidé par Jean-Baptiste Lemoyne, le ministre en charge du tourisme. Et la crise a vraiment rassemblé cette famille du tourisme et créé des ponts entre, par exemple, des activités, les parcs de loisirs et puis les hébergeurs, par exemple. Ouais. Je vous pose la question parce que quand on parle de préférence pour les produits locaux, par exemple, ça peut sembler étonnant, mais le réflexe, c'est pas forcément d'aller chercher autour de soi des producteurs qui sont à quelques dizaines de kilomètres. Vous avez complètement raison. C'est pour ça que c'est un des critères nouveaux qu'on a introduits sur ces circuits courts. Et puis, la réalité, c'est que les consommateurs, les clients attendent d'avoir de l'authenticité, d'avoir de la proximité, d'avoir des produits locaux. Des produits plus impersonnels qui finalement peuvent être trouvés en France, en Allemagne, dans n'importe quel pays, ça a de moins en moins d'intérêt pour la clientèle, qu'elle soit de proximité ou internationale. Donc c'est un mouvement de fond vers plus d'authenticité, une recherche de sens. On aura sûrement l'occasion d'en reparler. On va évidemment en reparler, on continue de découvrir les actions de transformation du secteur du tourisme avec le patron de VVF qui va nous rejoindre tout de suite. On parlera notamment des innovations indispensables pour rester la première destination touristique mondiale. Et pour ce débat, comme convenu, comme prévu, on accueille Stéphane Le Bihan. Bonjour, bienvenue. Vous êtes le directeur général de VVF, Village Vacances Famille. Tiens, c'est combien de villages aujourd'hui? C'est quoi le périmètre de VVF? C'est une centaine de villages en France, une centaine de destinations sur 60 départements métropolitains, 450 000 clients par an. Et puis l'équivalent de 1200 salariés, dont la moitié sont en CDI. D'accord. Alors, je vous pose un peu les mêmes questions de démarrage, parce qu'évidemment, le secteur du tourisme a été fortement impacté et il est toujours fortement impacté par cette crise sanitaire et économique. Les touristes étrangers, vous en aviez ou ce n'était pas votre cœur de cible? Alors, nous, ce n'est pas notre cœur de cible, on en a quelques-uns. C'est plutôt aujourd'hui,
par la crise sanitaire, on est plutôt sur un marché qui est très orienté sur des destinations France pour les Français. Ouais. Et on peut dire que la demande est quand même très très présente, puisque on constate, notamment sur l'hiver, une demande très forte qui est légèrement supérieure à 2019, donc avant crise. Donc c'est plutôt bon signe, la neige est au rendez-vous, donc les Français ont une grande envie de partir en vacances. Oui, et donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi peut-être des familles qui seraient parties à l'étranger et qui se disent bah non, on ne peut pas y aller, donc il y a VVF, quoi, c'est ça ? C'est l'actualité. Vous le sentez-vous à chaque annonce de, je sais pas, de fermeture de frontières, d'un pays qui dit bon bah non, on est obligé de reprendre quelques mesures de sécurité ? Oui, alors c'est effectivement on va dire la logique de voyage qu'on connaissait habituellement sur la période d'hiver, elle a plutôt tendance à se recentrer sur le marché domestique. Ouais. Et ce qui fait qu'on a le retour d'une population qui effectivement redécouvre la France. Et ça, c'est intéressant parce que ce sont des attentes nouvelles pour nous et on doit y répondre positivement. Et on voit bien que lorsqu'on a une habitude de voyager étranger, voyager en France, ça change beaucoup de choses et beaucoup d'habitudes. Alors, on va parler d'innovation ensemble, innovation et tourisme durable. Caroline Le Boucher, comment Atout France soutient l'innovation dans le secteur ? Ça passe parce qu'on dit on veut innover très bien, mais ça passe quoi ? Par de l'aide financière, ça passe par des outils, par du partenariat, je ne sais pas, avec des startups. Comment vous soutenez l'innovation ? Oui, alors nous travaillons effectivement en partenariat avec le Welcome City Lab. Oui. Et plus largement avec France Lab Tourisme, qui sont un réseau, qui sont l'accélérateur de Paris en matière de tourisme, et pour France Tourisme Lab, qui est donc le réseau des accélérateurs et incubateurs en matière de tourisme. Et donc nous organisons des challenges innovation pour répondre à des défis lancés par des partenaires, donc c'est très concret. Ça peut être des partenaires tels que le Crédit Agricole, tels que la Tour Eiffel, tels que le Centre des Monuments Nationaux, qui ont des défis. Ça peut être en termes de tourisme durable, ça peut être en termes sanitaires, comment on réussit à garder un service qualitatif et de la convivialité alors qu'on a des gestes barrières. C'est vrai que dans le secteur du tourisme et le secteur de la convivialité, ça a été particulièrement difficile. Et puis, ça peut être d'autres défis, comme par exemple, comment fidéliser des clients, mieux connaître ses clients. Voilà. Et donc, on organise des challenges innovation. Si on prend celui de la Tour Eiffel, dans le détail, c'était quoi, par exemple ? Alors, la Tour Eiffel, leur sujet, c'était de voir comment ils pouvaient élargir et valoriser, en fait, l'image de la Tour Eiffel avec d'autres services ou des produits qui pourraient être proposés à leurs clients. Donc, et donc derrière, il y a des entreprises, il y a des startups qui il y a des startups qui viennent... ont répondu. D'accord. On a eu, lors du premier challenge lancé en 2020, plus de 180 candidats. Et on a sélectionné une dizaine de lauréats en 2020 et nous avons fait la même chose en 2021. Stéphane Le Bihan, l'innovation, vous êtes engagé dans une politique RSE depuis plusieurs années. Hein, oui, depuis 2014. Depuis 2014. L'innovation, quelle part elle prend dans cette bascule RSE ? Alors, aujourd'hui, elle est fondamentale. Ce qui a vraiment changé depuis 2014, c'est qu'avant, on était sur une logique d'innovation portée par... on va dire la valorisation de nos destinations. Et là, on a un inversement de tendance où la clientèle est plutôt en recherche d'un tourisme plus durable. Hein. Dans les sondages, c'est plus de 30% de la demande. Et surtout, le digital ne sert plus à finalement valoriser l'offre, mais plutôt à rapprocher les clients de l'expérience. Donc, c'est un changement de paradigme complet. Alors, nous, on travaille sur l'open innovation. Et effectivement, un des enjeux, c'est d'intégrer des nouvelles fonctionnalités, puisque... le grand défi finalement pour nous, c'est de faire en sorte que la clientèle puisse rentrer en immersion au moment où elle recherche finalement une destination ou des activités. Donc on a travaillé notamment sur l'intégration de solutions vocales qui vous permettent de rechercher naturellement. Alors on est au tout début avec de l'intelligence artificielle, puisqu'on est on va dire en apprentissage, c'est la particularité. Et donc aujourd'hui, pour commander votre séjour ou votre activité, vous adressez directement à la plateforme de recherche qui va vous remonter des informations qui sont en lien avec ce que vous exprimez par la voix. Donc on est au tout début de cette technologie. On le fait avec une start-up française qui s'appelle ADNAI et on sait que c'est la prochaine rupture technologique. On vient d'un marché de distribution et on glisse vraiment sur un marché à la carte.
Ce qu'on a vu dans la crise, c'est aussi une demande très très forte sur la question finalement du tourisme durable et des activités. Et là, il y a une très très forte aspiration aussi d'être en capacité de réserver avant de partir l'ensemble de ces services. Et on est dans un modèle qui est passé du modèle finalement all inclusive vers un modèle beaucoup plus à la carte. Et le constat qu'on a fait, c'est que nos vacanciers qui historiquement réservaient avant ne consommaient plus que moins de 30% de l'activité qui leur a été proposée. En repassant sur un modèle à la carte, évidemment, on devient plus vertueux et on va vers une sélection d'activités qui correspondent finalement à ces attentes. Et tout le défi, c'est de travailler avec Atout France, notamment avec la plateforme Alentour, qui vise à valoriser ce qui se passe sur le territoire pour pouvoir interconnecter les informations du territoire avec finalement la proposition de service que nous pouvons faire aux clients. Donc c'est des vrais changements. Mais je reviens, parce que je trouve ça fascinant sur le pouvoir de la voix, finalement. On se rend compte que c'est devenu vraiment un outil de consommation, de marketing, mais aussi pour avoir reçu des startups qui travaillent sur cette technologie, la reconnaissance presque de l'inflexion de la tonalité. C'est-à-dire on peut savoir si un client, il est satisfait, pas satisfait, s'il y a des irritants, simplement dans sa façon de s'exprimer, c'est ça ? Le constat, c'est qu'en France, les Français, c'est à peu près 20% de la population qui utilise des commandes vocales. On l'utilise tous pour le GPS, même pour les textos. Aux États-Unis, on est à plus de 40% des usages. Et si on regarde les générations, les jeunes enfants, ils sont ils font ça très naturellement. Nous, je dirais, on est au début, et ça va très très vite. Et cette question-là, je pense qu'elle est au cœur finalement du métier du tourisme. Comment on arrive à rapprocher cette expérience, à rapprocher les réservations, à rapprocher les services. Ça fait partie des évolutions du tourisme durable. Il y en a d'autres. Si on parle tourisme durable, il y a quasiment 3 axes sur lesquels on travaille, nous, au niveau de la RSE. La première, c'est l'efficacité énergétique et le pilotage des consommations. Donc, on est en train d'équiper tous nos sites de systèmes de maîtrise de régulation énergétique. On est ouvert 8 mois dans l'année. Donc, évidemment, suivant les saisons, on n'a pas les mêmes logiques de consommation, de pilotage et d'efficacité. Il y a la rénovation. Il y a un plan d'investissement qui est soutenu par l'État qui va nous permettre, en tout cas, d'accélérer sur l'efficacité énergétique. Donc ça, c'est quoi ? C'est lutter contre les passoires thermiques aussi dans le secteur de l'hôtellerie, c'est ça ce plan de soutien ? Oui, des résidences de tourisme, de l'ensemble des hébergements, en effet. Voilà. Le deuxième axe, c'est la question des transports et des activités de la mobilité. Lorsqu'on arrive sur un territoire, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une demande d'expérience, de rencontres et de découvertes. Et donc, le principe qui est en train de se développer très fortement dans le tourisme durable et qu'on peut appeler responsable aussi, c'est de travailler sur des circulations douces, donc tout ce qui est vélo, assistance électrique et tous les moyens de locomotion qui vont permettre de travailler en étoile autour d'un site. Et ça touche aussi même l'accès au site. On est en train d'équiper en borne électrique parce qu'il y a toute une logique de pouvoir recharger son véhicule, etc., etc. Donc tout ça va très très vite. Et comme le cap est clair, effectivement, depuis qu'il y a eu une déclaration pour devenir la première destination mondiale sur le tourisme durable, je dirais l'ensemble du secteur est en train vraiment de s'engager sur cette voie-là. On sait que le marché est là, la demande est là. Et puis le dernier point concerne aussi la manière dont on va monter les activités. Et là, il y a un enjeu qui va au-delà simplement de la question du durable. Il y a le soutien à l'économie locale. Nous, c'est aussi ça fait partie de notre modèle. On est une association dans l'économie sociale et solidaire. Et notre mission, c'est de soutenir l'économie locale. Et là, on sait que le tourisme peut avoir, dans certains cas, des enjeux. Ça amène plus de 40% d'économie locale. On est à 80% d'emploi local. Ce qui permet aussi de travailler sur la professionnalisation du secteur. Tout à l'heure, on a parlé des enjeux de recrutement. Et on sait que sur les territoires, on a un enjeu aussi de pouvoir proposer, d'éviter les effets de surtourisme, mais de proposer des découvertes et de la rencontre avec finalement des choses qui vont au-delà du folklore, mais plutôt dans les traditions, dans tous les beaux territoires français, où on a accès à la culture, aux événements, et ça se fait avec les territoires. On est sur une logique vraiment d'ouverture. C'est un grand défi. Caroline Leboucher, j'entends Stéphane Le Bihan détailler là, secteur par secteur, activité par activité.
un tourisme plus durable, ça suppose des investissements importants. Quel est le rôle de l'État, quel est le rôle d'Atout France pour accompagner ces investissements aujourd'hui? Alors l'État est actif par ses bras que sont la Caisse des dépôts et BPI France, ainsi que l'ADEME. Et donc il y a effectivement des prêts, des investissements en propre dans certains projets, notamment d'hébergement. Et puis il y a un fonds de l'ADEME qui va aider également des projets sous forme de subventions. Pour aider par exemple des restaurateurs ou des hôteliers à aménager effectivement et rénover leur bâti. Donc ça suppose quoi? Ça suppose c'est quoi les critères en fait? C'est un hôtelier qui va proposer, développer un projet spécifique, je ne sais pas, on parlait de rénovation thermique ou d'installation de bornes électriques par exemple, c'est aussi détaillé, aussi précis que ça? Ça fait partie effectivement des sujets. À partir du moment où c'est dans une démarche de tourisme durable, effectivement, les projets vont être examinés au cas par cas par soit la Caisse, soit BPI France, soit l'ADEME. Et puis de notre côté, nous intervenons en amont avec de l'appui conseil, des études d'ingénierie. Nous avons des experts qui vont aider les acteurs effectivement à d'abord faire un diagnostic de leur situation et ensuite les accompagner pour déterminer le projet qui sera le plus à même et le plus efficace de répondre à leur stratégie. Oui, ça c'est intéressant. Vous avez commencé par là, oui, avant de dire bon ok on met le paquet sur tel axe plutôt qu'un autre. C'est-à-dire il faut être sûr que ça va être efficace d'une certaine façon. Alors pour donner des exemples, la question finalement du tourisme, de l'efficacité énergétique, des investissements, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est passé d'une logique où on investissait sur la pierre historiquement dans le tourisme ou sur le digital avec des cycles de 20 ans et des cycles de 10 ans. Maintenant, on est passé sur des logiques d'investissement avec plusieurs acteurs, sur des durées de retour sur investissement qui sont très intéressantes puisqu'on va jusqu'à 40 ans, jusqu'à 10 ans et donc on permet de couvrir tout le scope de la mutation qui est nécessaire pour le tourisme. Pour illustrer par un cas concret, on a un village vacances qui est sur Belle-Île. Il est autonome énergétiquement. Il a été équipé d'une centrale photovoltaïque qui permet de alimenter l'ensemble du circuit vélo électrique de l'île et aussi de sa propre consommation. Et c'est fait en lien avec, par exemple, un syndicat d'économie mixte, avec la collectivité locale, le département. Donc il y a des innovations aussi dans les montages et dans les solutions concrètes. Ce qui veut dire qu'on arrive à développer des formes de tourisme qui ont un impact quasiment neutre. Nous, on s'est fixé comme objectif de réduire notre impact carbone de 40% en 5 ans par toutes ces logiques d'investissement et de transformation, mais on veut le faire aussi avec les clients. Et l'enjeu de ces investissements, c'est effectivement qu'on aille assez vite, parce que le cap, il est clair. L'objectif, il est assez court, finalement. 2030, c'est demain. C'est dans 10 ans. Et il faut aller très, très, très vite. Donc, et on sait que si on veut valoriser la France et en faire vraiment une destination innovante et qui est toujours en avance, puisqu'on sait qu'on est la première destination touristique, mais on a des enjeux d'augmenter le nombre de nuitées, d'améliorer les services et le confort. L'ensemble de ce plan d'investissement va nous aider en tout cas à accélérer dans ce sens-là. Comment on va terminer là-dessus, Caroline Leboucher, comment des professionnels du tourisme là, qui nous regardent, qui n'ont pas forcément d'idée de départ, est-ce que dans le travail que vous faites, par exemple avec le Welcome City Lab, est-ce qu'il y a un lieu, des idées à puiser, vous voyez, une sorte de cahier de bonnes pratiques à partager? Oui, tout à fait. Alors déjà, avec le Welcome City Lab, nous publions chaque année le cahier des tendances, qui permet d'abord de comprendre quelles sont les tendances du marché et puis quelles sont les tendances en matière d'innovation. Donc ça, déjà, c'est une mine précieuse. Nous organisons également des rencontres, des webinaires. Nous en faisons un ces jours-ci d'ailleurs, avec le Welcome City Lab, avec également ADN Tourisme, qui est la fédération des offices du tourisme, et avec un certain nombre de fédérations professionnelles, pour mettre à disposition et faire connaître des solutions proposées par des startups. Donc ça, c'est extrêmement concret. Et puis sur notre site internet, il y a également un certain nombre d'informations et des formations qui sont proposées, qui n'hésitent pas à nous contacter. Et ben voilà, le message est passé. Merci beaucoup, merci à tous les deux. C'est l'heure de Smart Ideas, une start-up en pleine lumière. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif.
Smart Ideas avec Solène Bocquillon-Legault-Aziou, bonjour, bienvenue. Vous êtes la fondatrice, la présidente de Soft Kids. Votre métier, au départ, c'est les ressources humaines, c'est ça? Vous étiez DRH chez Shell. Est-ce que vous direz que les soft skills, ces qualités d'empathie, de créativité, de travail collaboratif, c'était stratégique, j'emploie volontairement le mot stratégique dans votre politique de recrutement? Oui, en fait, moi, dès 2005, quand j'ai intégré Shell et que j'ai eu l'entretien, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cet entretien tout bizarre où on ne me pose aucune question sur mes diplômes ou mon CV? C'était un entretien qui était 100% sur les soft skills. Donc, c'était une entreprise anglo-néerlandaise, ça l'est toujours. Mais donc, on m'a posé des questions sur ma volonté d'aboutir, ma capacité à collaborer avec des gens qui étaient différents de moi. Et j'ai eu une question d'analyse pour voir un peu comment ma pensée était faite et comment je déroulais un sujet. Ok, et donc ça, vous l'avez ensuite mis en application en quelque sorte avec votre job de DRH. D'où est venue ensuite l'idée de créer Soft Kids? Oui, alors l'idée m'est venue en 2017. À l'époque, je suis DRH à l'international pour une entité de Shell qui a 15 000 collaborateurs, qui fait beaucoup d'activités transactionnelles, ce qu'on appelle les centres de services partagés, de la compta, de la finance, etc. Et on me dit, comme c'est des jobs transactionnels, l'automatisation, la robotisation vont certainement changer pas mal de choses. Et donc, est-ce que tu peux nous faire une étude pour voir quels vont être les types de profils, de compétences, de métiers qu'on va recruter? Et là, je découvre que 65% des écoliers d'aujourd'hui feront des métiers qui n'existent pas encore, que les compétences se transforment et que le World Economic Forum et l'OCDE recommandent de développer les soft skills pour pouvoir répondre à ces enjeux et à ces métiers qu'on ne connaît pas encore. Et donc, je me dis, mais il faut commencer le plus tôt possible. Je suis également maman de 3 enfants et donc je décide de cultiver les soft skills des enfants. Donc, c'est une appli, en fait? Comment ça marche? C'est quoi Soft Skills? Alors, un gros enjeu parce qu'évidemment, les soft skills, c'est la confiance en soi, la persévérance. Alors, quand on dit à un enfant de primaire, viens, j'ai une super appli et tu vas développer je vais t'apprendre la persévérance. Voilà, c'est pas hyper fun. Oui. Donc, l'idée, c'est de faire de la gamification. Donc en fait, c'est beaucoup de mini-jeux. Donc ça va être déjà l'enfant a son avatar. Donc ça peut être des jeux de labyrinthe où il va avoir des sujets sur sa journée et voir qu'est-ce qu'il peut faire tout au long de sa journée pour cultiver sa persévérance. Des jeux de swipe, des quiz, etc. Donc c'est des mini-jeux. Et en fait, l'enfant gagne des gouttes d'eau. Et avec ces gouttes d'eau, ils font grandir l'arbre de Soft Kids et ils construisent un jardin. D'accord. Vous le faites évoluer? Vous la faites évoluer, cette appli, régulièrement? Oui, alors tous les mois, puisqu'en fait, moi, j'ai recensé 17 soft skills qui sont ni plus ni moins les recommandations du World Economic Forum. Et donc, tous les mois, on a des nouveaux programmes. Donc, on a déjà sorti la confiance en soi, comme je le disais, la persévérance, le vivre ensemble, l'esprit critique, qui est, je pense, très, très important, surtout en ce moment. Et également, là, on va avoir la gestion des émotions, là, qui va sortir bientôt. On parle de temps d'écran. Est-ce que c'est un temps d'écran qu'on partage en famille aussi? Oui. Alors, le parti pris, moi je pense que l'écran c'est un formidable outil quand il est bien utilisé. C'est exactement, on n'emmène pas tous les jours nos enfants au fast-food. Donc quand on a un écran, on regarde ce que nos enfants font avec et puis on essaye d'avoir un temps qui n'est pas trop long. Donc par exemple, nous, nos jeux en moyenne, ça dure 12 minutes. Et donc, la question, excusez-moi. C'était le temps d'écran partagé en famille. En famille. Et donc là, en fait, il y a la moitié des modules qui sont à faire avec les parents. Je vous donne un exemple. Pour cultiver sa confiance en soi, il faut avoir conscience de ses réalisations. C'est ça ce qui va faire notre estime de nous. On va se dire, je sais faire ça. Et bien là, en fait, quand on a ce module sur la confiance en soi, on dit aux enfants, faites-le avec vos parents. Et on dit aux parents, prenez l'album photo. Et là, vous allez pouvoir expliquer à votre enfant tout ce qu'il a accompli depuis qu'il est né. Parce que quand on est en primaire, on pense qu'on a toujours fait du vélo, qu'on a toujours parlé, etc. Et voilà. Et donc, ça devient un temps familial. Belle idée, merci beaucoup. Bon vent à Soft Kids. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau numéro de Smart Impact. Salut.